En 2002, lorsque j'ai commencé à enseigner à l'Université de Saint-Boniface, qui à l'époque était un collège universitaire, il y a eu un programme de chaire de recherche du Canada pour les petites universités. J'ai postulé et j'ai eu une chaire de recherche du Canada que j'ai appelée sur l'identité métisse. Déjà en 2004, Madame Saillant m'a demandé de préparer un numéro pour la revue Anthropologie et Société. J'ai fait un appel à publication et il n'y avait personne qui ne s'intéressait aux métis. C'est quelque chose qui semblait ne pas exister. Donc, en 10 ans, environ en 10 ans de travail, j'ai réussi à réunir des gens qui s'intéressaient aux métis, non pas dans le sens de métissage, mais aux métis en tant que catégorie sociale, en tant que groupe humain et aussi à l'époque contemporaine. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les métis au Canada par des historiens, et c'est toujours le métis en 1870, à l'époque de la résistance du Nord-Ouest. Donc moi, je m'intéressais aux communautés métisses contemporaines. Et on a réussi à avoir des individus qui s'intéressaient à cette catégorie sociale dans plusieurs pays, dans la plupart des continents, que ce soit en Polynésie française, les Demi, à Madagascar, ensuite, en Russie, les métis yakoutes, des métis aussi, des communautés métisses qui ne sont pas reconnues officiellement. Et on s'est surtout intéressé aux revendications de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment aussi ils se décrivent? Quelle est la position des gouvernements face à leurs revendications? Il y a des gouvernements qui reconnaissent la catégorie sociale de métis, qui l'ont même encouragée, comme à Madagascar. Mais à Madagascar, personne ne se dit métis, même s'il y a lieu de métissage. À d'autres endroits, on a voulu interdire la catégorie sociale de métis, comme à La Réunion. Et là, c'était le contraire. Malgré l'interdiction, les communautés métisses ont émergé. Les communautés métisses, on les définit comme étant les descendants des premières vagues de peuplement européennes dans les pays à une époque où les femmes ne suivaient pas les explorateurs, les marchands. C'était une première vague des hommes qui s'installaient. Ils se mariaient avec les femmes autochtones de la région. Dans certains cas, ça a donné naissance à des communautés. Dans d'autres régions, ils se sont assimilés à la population dominante. Nous, ce qui nous intéressait, c'est les groupes sociaux qui se définissent comme différents de leurs ancêtres européens ou de leurs ancêtres autochtones et qui ont une culture qui est distincte ou distinctive de leurs ancêtres. Donc, on a réussi à réunir une bonne équipe de chercheurs. Les travaux vont continuer. Ça a pris environ 10 ans avant d'arriver à intéresser des gens à l'étude du métis, qu'ils soient canadiens, aux États-Unis ou ailleurs. Il y a un manque d'intérêt pour le métis en anthropologie, peut-être, selon moi, à cause de ce qu'on pourrait qualifier d'un manque d'authenticité culturelle. Les anthropologues sont plus intéressés par des cultures fortes, marquées, aux frontières bien définies. Le métis intéresse moins parce qu'il est flou. Un jour, il est blanc, un jour, il est indien, un jour, il revendique certains droits, une autre journée. Donc, il y a une espèce de fluidité dans le statut de métis, dans la définition de cette identité-là, qui est également, qui n'est pas marquée comme catégorie sociale. Et habituellement, ce que les gouvernements vont essayer de faire, c'est de bien cloisonner. On le fait au Canada avec certaines commissions où on essaie de bien définir qui est métis, de mettre des frontières à cette identité-là, ce qui, selon moi, est une erreur, parce que le métis, c'est justement sa richesse, c'est de rester toujours dans une espèce d'indéfinition ou de fluidité identitaire.